Donc c'est un plaisir d'ouvrir cette session 3 qui est autour de la démocratisation de l'IA et la data pour la R&D industrielle et aussi l'éducation. Avec une table ronde, donc je passe la main à Catherine, qui est chairwoman. Bonjour à tous. Donc on va passer sur cette nouvelle session où il y aura des tables rondes, où on va discuter vraiment de l'usage de l'IA dans la R&D industrielle et aussi du rôle de l'éducation. Donc moi je me présente, je suis Catherine Sirvin, je suis responsable de transformation digitale chez Bayer. Et du coup je veux vous parler un petit peu du rôle de l'IA dans notre recherche. Alors on va changer un petit peu, on a vu des choses plutôt sur la transformation, sur les bioprocédés, sur la pharma. Et puis je vous invite à plonger un peu dans le monde de l'agriculture. Et comme au LifeHub, on ne fait jamais rien comme tout le monde, on est confronté à des startups, beaucoup de startups, certaines qui sont super successful comme John Covery. Eh bien, on est confronté aussi aux façons de présenter les choses. Et j'ai dû, au cours de certaines rencontres avec les startups, reverse pitcher. C'est un exercice, le pitch, qui est demandé beaucoup aux startups, convaincre en 3 minutes. Donc j'ai dû reverse pitcher Bayer. Et du coup, c'est un exercice difficile. Et je me propose de vous le faire là, pour que vous compreniez aussi le pourquoi de ce qu'on fait. Et ensuite, on abordera le comment avec l'IA. Donc voilà, donc c'est parti pour mon pitch sur mon reverse pitch sur Bayer. Et je commence en fait avec une image qui doit vous parler à tous. D'il y a un an et demi, voilà. Il n'y avait plus de moutarde dans les rayons. Je pense que ça parle à tous les gens qui sont dans cette salle. Moi, je suis une fan de maille. Il n'y a que maille qui maille. Et puis, j'avais plus de moutarde du tout. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Donc, en 2016, si on revient dans l'histoire, il y a eu l'interdiction d'un produit de protection des plantes, spécifiquement pour la production des graines de moutarde. Et en fait, les agriculteurs qui produisaient en France, c'était plus assez rentable pour eux de produire la moutarde. Donc on a eu une baisse de notre production française, seulement un quart est resté. Et donc, évidemment, les industriels se sont tournés vers des solutions alternatives d'autres producteurs. Donc le premier producteur mondial, c'est le Canada. On est allé chercher les graines de moutarde du Canada. Mais là, il y a eu un problème climatique, plusieurs problèmes climatiques, 2 ans de sécheresse et une année d'inondation qui font que c'était plus possible de se servir des graines de moutarde du Canada. Et on se tourne vers le deuxième, évidemment. Devinez quoi ? C'est l'Ukraine, le deuxième producteur mondial de graines de moutarde. Et le troisième, c'est la Russie. Voilà, donc en fait, on a passé là des problèmes environnementaux, des problèmes de comment on gagne sa vie en produisant aussi avec des cultures, des problèmes climat, voilà, de dérèglement, et puis des problèmes géopolitiques. Alors, finalement, pour la moutarde, on va dire, c'est pas grave, on peut s'en passer, on a vécu sans moutarde, heureusement, elle est revenue dans les rayons. Mais ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est si ça avait été du blé ou du riz, ça serait autrement plus grave, en fait. Et là, on a touché du doigt ce que pouvait être une pénurie. Et donc, le rôle de Bayer, c'est vraiment ça, de permettre d'avoir de la nourriture abordable, produite dans des façons écologiques, partout dans le monde, et que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, du coup, pour faire ça, on vend des produits de protection des plantes, des produits qui soient chimiques. Donc, on est ici dans un département de small molecules. Si vous passez la porte, il y a à peu près 200 chercheurs qui travaillent pour chercher les solutions de demain. Ça peut être des solutions biologiques aussi. On travaille aussi sur leur mode d'action. Et vraiment, c'est toutes les solutions qu'on supporte. On est même leader sur les produits biologiques en France. Et puis des semences. Alors les semences en Europe, c'est des semences conventionnelles faites par sélection variétale, et évidemment partout ailleurs dans le monde, c'est des semences de type OGM. Mais au-delà de ça, c'est aussi la combinaison de toutes ces pratiques sur lesquelles on travaille. Et l'agriculture de demain, c'est une agriculture digitale qui va aller piocher dans chacune des solutions
pour trouver le compromis idéal à la fin pour pouvoir produire en quantité et assurer finalement qu'il n'y ait pas la faim dans le monde. Voilà, donc en plus, du coup, on a cette vision finalement d'une agriculture digitale du futur qui va vraiment changer. Là aussi, il y a besoin de beaucoup d'éducation sur nos agriculteurs. Mais la question, c'est comment on le fait, tout ça. Et on a une nouvelle approche. On se challenge, nous aussi, en recherche. Là, on était sur la partie IA appliquée à la commercialisation. Finalement, il y a l'utilisation du produit final. Mais c'est aussi en amont, dans la recherche, qu'on applique ces méthodologies. Donc d'abord, on change, en fait. On va changer notre façon de rechercher en passant d'une innovation incrémentale à vraiment l'innovation de rupture, l'innovation du futur. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? On était spécialisé dans du criblage aléatoire. Et on s'en éloigne pour aller sur du design de molécules, c'est-à-dire se dire, je sais exactement où je vais aller, je vais monter aussi tous mes standards encore plus, parce que les produits qu'on a sur le marché à l'heure actuelle, ils sont sûrs, ils sont évalués, etc. On a des tests de sécurité et de durabilité, mais maintenant, on va les concevoir selon les critères de sécurité et de durabilité encore plus élevés du futur, parce qu'on sait que les attentes sociétales, elles sont là. Donc on anticipe, et ça c'est grâce aux solutions numériques, notamment celles de Gincovery et d'autres. Donc je vais aller un petit peu plus dans le détail sur comment on peut faire ça, en fait, comment ça se passe. D'abord, on va essayer d'identifier nos cibles. Vous avez vu qu'en fait, on veut s'éloigner des produits qui ont les modes d'action déjà connus. Ce qu'on veut faire, c'est trouver des nouveaux modes d'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes de résistance, parce que finalement, on se dit aussi, on n'est pas là pour faire du MeToo, on est là pour aller chercher les solutions de demain, des solutions encore plus innovantes, encore plus sûres, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'identifier les protéines cibles uniques. Ça se fait avec des outils d'IA, d'apprentissage automatique. Ça se fait avec la biologie des systèmes. Nous, on travaille avec des pathogènes, pour en citer qu'un, la rouille du soja, Phacophthora pachyraceae. Le génome, il a été publié cette année. Voilà. Donc, c'est souvent des organismes qui sont méconnus, qu'on ne peut pas forcément cultiver en boîte de pétri, qu'on va être obligé d'avoir sur la plante. Donc, en fait, on va devoir aller utiliser les outils numériques pour traduire sur un nouvel organisme qu'on connaît peu des choses qui existent déjà dans la littérature, par exemple. On est obligé de capitaliser, en fait. Et les outils d'IA nous permettent vraiment ça. Et enfin, une fois qu'on se dit « Ah tiens, cette cible-là, elle me paraît vraiment intéressante sur cet organisme. » On va essayer de prouver que ça va être létal pour cet organisme, mais unique, par exemple. Pas de question, le gène ne sera pas présent dans d'autres organismes, etc. On va aussi se dire comment je vais créer la molécule parfaite pour aller cibler cette enzyme-là. Et ça peut se faire par une approche de profil. Il est assez, on va dire... Les chimistes, par exemple, sont assez facilement peuvent associer la décoration d'une molécule chimique avec une activité particulière. On appelle ça les relations activité-structure. La question, c'est comment on le fait maintenant si on doit optimiser sur 14 paramètres. Je ne sais pas, 3 organismes variés, plus 10 qu'on ne veut pas toucher, plus la toxicologie humaine, plus le coût, plus. Et là, l'intelligence artificielle nous apporte ces possibilités qui n'existaient pas encore il y a à peine 5 ans. Donc on est vraiment sur ces questions de comment on fait la chimie digitale, la modélisation prédictive dont on a besoin pour créer ces solutions plus sûres. Alors on le montre maintenant, vous avez des jolis slides, mais on est dedans depuis un moment déjà. Je crois que notre interaction avec Gincovery, c'était déjà dans notre tête. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est on fait une transition entre sélectionner ce qui était le meilleur et maintenant designer avec, comment dire,
on est vraiment dans le... On va faire quelque chose de pensé pour le meilleur, voilà, avec l'aide des outils numériques. Là, vous voyez, en fait, sur cette slide, il y a quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est clé. Et on en a reparlé avec Jane Covery. Quelle est la place de la transformation des personnes là-dedans? Donc, mon travail, c'est du changement de mindset. Hein. Je suis en transformation digitale. Et je me suis posé ces questions. Ça fait 3 ans que je me les pose. Et quand j'ai rencontré Adama, c'était à Lyon Startup, autour de... Voilà, on a mangé un petit four. Il m'a proposé... Enfin, il m'a pitché son idée. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, s'il y arrive, ça sera vraiment super. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, on n'a pas des millions de solutions hein, pour aller vers cette manière de rechercher du futur. Première solution, on recrute des tas de data scientists. Alors oui, on le fait. On ne peut pas non plus exploser les équipes, et puis ça a un coût, c'est compliqué. Et ces personnes-là, elles connaissent leur domaine, elles ne connaissent pas forcément la biologie de Phacophthora pachyraceae ou ils ne sont pas dans la tête d'un chimiste. L'autre solution qu'on a, et on le fait aussi en interne, c'est que toutes les personnes qui sont des spécialistes, biologistes, biologistes moléculaires, biochimistes, chimistes, eh ben, on va leur proposer de devenir, d'apprendre, de devenir... d'abord d'apprendre le code, ensuite de se dire voilà, tu peux te servir d'outils de machine learning, tu vas être avec les data scientists, et puis voilà, apprends Python. Et on en a qui le font, voilà, on leur donne la liberté de le faire, et c'est vraiment une chance chez Bayer de pouvoir, on va dire, augmenter ses capacités. Mais c'est quand même pas tout le monde qui peut faire ça, et du coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On veut aussi accompagner tous ceux qui ont une connaissance de fou dans leur domaine, mais pour lequel il manque les briques d'intelligence artificielle. Et là-dessus, on se rejoint vraiment avec Jane Covery, mais il y a d'autres entreprises qui font ça. Hein. Il y en a aussi en chimie, on travaille avec elles, etc. C'est comment on peut mettre des briques d'IA de la façon la plus intelligente possible pour qu'elles servent aux personnes dans les labos, pour qu'elles s'augmentent, en fait. Elles augmentent leur capacité d'interprétation. À la limite, on enlève le côté difficulté. D'ailleurs, j'y réfléchis beaucoup, mais tous les spécialistes en IA, etc., il y aura beaucoup de choses qui seront automatisées. Donc au final, on va peut-être vers l'essence de se dire on va utiliser le plus intéressant de l'IA pour le mettre au service du pourquoi. Pourquoi on fait les choses, comment on va changer le monde de demain. Et finalement, je laisse la place à l'homme pour la créativité et je laisse la place à l'IA pour tout ce qui est répétitif, la productivité, aller plus vite, en fait. Voilà, donc ça, c'est un peu ma vision du chercheur augmenté. Et on essaye d'y aller avec différents outils, avec des partenaires en open innovation. Et je suis ravie d'être là, du coup, pour en discuter avec vous, parce qu'il y a des tas de choses qui résonnent. Je crois que je suis très en phase aussi avec BioAster ce matin. Il y avait plein de choses super intéressantes. Et il y a beaucoup d'enjeux d'éducation sur tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et je crois qu'à la suite, voilà, c'est Bruno de Subbiotech. C'est bien ça. Voilà.